nouvelle conférence de l'UPEG. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Université populaire européenne de Grenoble, ce sont des conférences que je ferai chaque mois sur les questions européennes depuis longtemps maintenant, 2006, donc ça fait un moment. Et on fait maintenant, depuis le mois de janvier, avant de passer à la conférence elle-même, un point d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé pour les questions européennes dans le mois qui a précédé? Et à chaque fois, on fait un topo, et cette fois-ci, donc Philippe Bonnet a accepté de jouer ce rôle, de faire un point de presse qu'il connaît bien, puisqu'il est lui-même journaliste, mais un point de presse sur qu'est-ce qui s'est passé en Europe. Et puis après, on passe à la conférence. Donc je vous propose un point rapide en 3 sections. D'abord la France, enfin avec l'élection présidentielle, ensuite la Grèce, et ensuite quelques brèves pour élargir le propos. Donc en ce qui concerne l'élection de François Hollande à la présidence de la République, je commencerai donc par un papier de Yacine Le Forestier qui souligne: le président élu français peut se targuer d'une première victoire, la question de la croissance, occultée jusqu'alors par les programmes de rigueur budgétaire imposés par la crise de la dette, qui s'est imposée au centre du débat. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'initiative européenne en ce sens, déjà dans les tuyaux et financée par des fonds de l'UE, est en préparation en vue d'un sommet européen de fin juin. La campagne de Hollande a permis de débloquer les dossiers en suspens et l'Allemagne y est prête. Alors il poursuit: cela suffira-t-il toutefois, François Hollande, pour accepter de ratifier, etc., le pacte de discipline budgétaire renforcé exigé par la chancelière allemande? C'est là qu'il fait intervenir Mario Monti, qui pourrait servir d'intermédiaire entre Angela Merkel, qu'il apprécie pour avoir su imposer des réformes structurelles à l'Italie, et apprécié également par François Hollande sur justement ces questions de croissance. Là où François Hollande est également attendu, c'est sur le budget de l'Union, budget pluriannuel 2014-2020, que Nicolas Sarkozy avait voulu geler. Et enfin, sur la méthode du gouvernement de l'Union, puisque Nicolas Sarkozy était très pour une gestion intergouvernementale offensive de l'Europe, résumée au couple Merkozy, alors que François Hollande est plus respectueux du rôle des institutions européennes. Il glisse une citation d'un diplomate de haut rang dont il ne cite pas l'identité: François Hollande est un héritier de Jacques Delors et un allié objectif de la Commission. Pour cette raison, on peut s'attendre à ce que la Commission ne cherche pas l'affrontement immédiat avec lui, y compris sur des questions budgétaires. Donc, côté allemand, Guido Westerwelle a déclaré: nous allons travailler ensemble à un pacte de croissance pour l'Europe, après qu'Angela Merkel a refusé de rencontrer François Hollande pendant la campagne. Se sont félicités de son élection donc les Belges et Elodie Lupo, la Danoise Elle Thorning-Schmidt, dont le pays assure la présidence de l'Union, et Jean-Claude Juncker. En ce qui concerne la politique de l'Union européenne, force est de constater que nos opinions ne divergent pas vraiment. Enfin, on ne peut pas passer sous silence la réaction de Viviane Reding, la commissaire européenne à la justice, qui n'est pas de gauche, mais qui avait vivement critiqué la France au moment du discours de Grenoble, et qui a juste déclaré sur son compte Twitter: une France de la justice, enfin. Réaction japonaise également, demandant à François Hollande de satisfaire ses obligations budgétaires, dans la mesure où le Japon a versé 60 milliards de dollars au FMI, sur les 430 milliards levés principalement pour l'Europe, et 150 milliards venant de la zone euro. Donc, dès hier, le président Van Rompuy a annoncé la convocation d'un dîner informel des chefs d'État et de gouvernement, avec quand même un sujet d'inquiétude qui est l'éventuel scénario de sortie de la Grèce de la zone euro, qui refait surface et qui n'est pas exclu avant un sommet européen de longue date qui se tiendra les 28 et 29 juin à Bruxelles. Les conclusions s'annoncent compliquées et masquent des divergences importantes. Pour autant, donc, vous devez le savoir, Angela Merkel rencontrera François Hollande le 16 mai, et elle est prête à discuter d'une initiative européenne de croissance, mais refuse une renégociation du pacte budgétaire. Et parmi les propositions de la Commission,
dans la mesure où ce que José Manuel Barroso avait sous le coude, exhortant hier les gouvernements des 27 à mettre en œuvre des propositions mises sur la table par la Commission et qui sont jusqu'ici restées lettres mortes, figure la mise en place d'emprunts européens mutualisés, l'augmentation du capital de la Banque européenne d'investissement et le lancement d'une taxe sur les transactions financières dont une partie des recettes alimenterait le budget de l'UE. C'est un peu technique, mais ça nous amène à la tribune qu'ont signée Jacques Attali, donc le patron de la BEI, la Banque européenne d'investissement, et Pascal Lamy, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, et qui sont très clairs. Dans les mois ou les années à venir, une crise politique et sociale majeure risque d'emporter les pays de la zone euro s'ils ne franchissent pas une étape supplémentaire d'intégration. La survie de la zone euro passe par un gouvernement économique et un budget de croissance, avec la création de projets bonds, donc des emprunts de projets, qui seraient de la bonne dette, entre guillemets, européenne, destinée à générer plus de 8 milliards d'euros pour financer des projets d'investissement et un impôt européen. Sur un plan institutionnel, il plaide en faveur d'un fédéralisme européen et invite les parlementaires européens de la zone euro à se réunir dès aujourd'hui, donc c'était hier, pour préciser le chemin à suivre d'ici aux prochaines élections européennes. Un autre chemin de sortie est possible. Il consiste à compléter et à adapter le traité de Lisbonne, notamment pour dépasser la simple coordination entre États membres devenue insuffisante. Donc ils appellent, en manière brutale, à plus de fédéralisme. En ce qui concerne la discipline budgétaire, ça c'est M. Barroso qui dit, la discipline budgétaire doit s'appliquer de manière différenciée en Europe, mais les pays les plus en difficulté, comme la Grèce, n'ont d'autre choix que de s'y plier, sinon c'est le défaut de paiement. Donc on arrive tout naturellement aux élections qui ont eu lieu dimanche en Grèce, avec un séisme électoral dans la mesure où les deux principaux partis, le Parti conservateur de la Nouvelle Démocratie et le PASOK, le Parti socialiste grec, sont pour la première fois de l'histoire récente de la Grèce, enfin après la chute du régime des colonels, à eux deux, en dessous de la majorité absolue qui est de 151 députés. Donc sont arrivés en tête les conservateurs de Nouvelle Démocratie, en deux le parti de la gauche radicale qui est contre l'austérité, et en trois le PASOK. Donc le responsable de Nouvelle Démocratie a été chargé de former le gouvernement. Il a échoué. Cette tâche revient maintenant au leader du parti de la gauche radicale, qui dispose de 52 sièges et qui ne devrait pas y arriver non plus. Donc en troisième position, ce sera le PASOK. Et la presse grecque envisage d'ores et déjà des élections législatives le 17 juin. Puisque la majorité étant de 151, la droite a 108 sièges, le PASOK 38, et tous les autres sont contre les mesures de rigueur, donc l'accord est arithmétiquement impossible. La seule arithmétique possible consisterait à faire travailler ensemble les communistes, la gauche radicale et les néo-nazis qui ont fait leur entrée au Parlement grec avec 21 sièges. Donc autant dire que ça paraît assez improbable et que les élections du 17 juin, même si elles sont encore pas officieuses, se révèlent probables. Ce qui fait dire à Paolo Pizzoli, analyste de la banque ING, les Grecs vont devoir clarifier comment ils entendent faire exister leur engagement pro-européen, puisque 75% des Grecs disent y être favorables, avec une position radicalement anti-austérité. On notera au passage le commentaire lundi du commissaire européen au marché intérieur, Michel Barnier, qui n'est pas réputé proche de François Hollande, et qui dit « On voit bien qu'en Grèce, on est à la limite de la soutenabilité pour le peuple ». Et enfin, un haut fonctionnaire européen, toujours sous couvert d'anonymat, a déclaré pendant 2 ans les chefs d'État et de gouvernement européens ont été obnubilés par la nécessité de donner des gages au marché financier. Il n'a été question que d'austérité. On espère désormais que la situation va se rééquilibrer.
Pendant ce temps, le FMI se refuse à tout commentaire, si c'était celui-ci. Nous attendons avec intérêt de pouvoir prendre contact avec le nouveau gouvernement une fois formé, donc ce qui peut apporter à l'été, ce qui repousse d'autant les nouvelles tranches d'aide prévues. Jusqu'alors, nous n'aurons pas d'autres commentaires. Christine Lagarde, qui était lundi à Zurich, a observé le mutisme, ce qui fait dire à Mark Weisbrot, qui est un économiste du Center for Economic and Policy Research à Washington, et qui est un peu critique, en parlant du FMI, ils ne croient pas vraiment à ce qu'ils font, mais ils n'ont pas leur mot à dire. Les Européens ont la main mise sur la politique économique de la Grèce. Enfin, pour terminer sur le bref, plus d'un produit sur deux notifié comme dangereux dans l'Union est d'origine chinoise, ce qui est en baisse. On est passé de 58% des notifications en 2010 à 54% en 2011. Au total, 1803 produits ont été signalés comme dangereux, contre 2244. Et mon confrère s'interroge pour savoir si c'est les contrôles qui se sont relâchés ou le système de contrôle qui est devenu plus performant. En tout cas, le commissaire maltais chargé du dossier, John Daly, s'est refusé, lui, à trancher. Donc après la Chine, 19% des notifications concernent des produits d'origine européenne, 15% des produits originaires d'autres pays et 8% d'origine inconnue, contre 23% en 2004. Donc, on avance quand même dans ce dossier. Et je vais quand même m'efforcer de terminer en espérant avoir pas été trop long sur une bonne nouvelle, qui est le nouveau record battu par Erasmus, avec 231 000 étudiants pour 2010-2011, soit plus 8,5%. Créé en 1987, on en est à 2,5 millions d'étudiants, et 2,5 millions d'étudiants avec deux destinations prioritaires, l'Espagne et la France, et trois principaux bénéficiaires, les Espagnols, les Français et les Allemands. 33 pays participent à Erasmus, les 27 États membres de l'UE, la Croatie, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie et la Suisse depuis l'année dernière. Et enfin, la Commission a lancé en novembre Erasmus pour tous, qui élargit ce dispositif avec l'ambition de porter à 5 millions le nombre de bénéficiaires. Pour cela, il faudra un budget de 19 milliards d'euros pour la période 2014-2020, et j'ai pensé pouvoir rester le temps. Ah oui, c'est une bonne nouvelle, ça. Puisque je aime bien aller regarder les textes, et depuis le traité de Lisbonne, il y a de manière plus nette qu'auparavant une compétence européenne en matière de politique de l'énergie. Elle s'était octroyée une compétence, maintenant elle a une compétence plus nette dans ce domaine. On y retrouve sécurité énergétique, efficacité énergétique, économie d'énergie, interconnexion des réseaux, dans un esprit de solidarité européenne, c'est l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc avec une dimension spécifique sur le plan juridique aussi, d'une politique de l'énergie pour l'Europe. Au conférencier de s'exprimer. Merci beaucoup Henri. Est-ce que le micro fonctionne bien? Oui. Voilà. Donc comme je le disais à Henri avant le début de la conférence, cette conférence est l'occasion pour moi de raviver un certain nombre de souvenirs, et notamment parmi mes premiers souvenirs de jeunes chercheurs dans les années 80. Notre institut, qui était... Aujourd'hui, c'est devenu le laboratoire EDEN, Économie du développement durable et de l'énergie. Mais à l'époque, c'était l'Institut d'économie et de politique de l'énergie, et le directeur de l'époque, Jean-Marie Martin, avait eu l'idée de participer, d'impulser la création d'un réseau européen d'instituts de recherche en économie de l'énergie. Alors on partait alternativement au début à Milan ou à Brighton, puisque nos collègues étaient italiens de l'IEFE ou du SPRU, du Science Policy Research Unit. Et parmi ma première approche des questions de politique énergétique européenne, précisément, voilà, il y a ce triangle qui avait été à l'époque tracé par notre collègue John Cheshire, donc du SPRU de Brighton, et il nous avait dit le problème de la politique européenne, c'est qu'elle doit se construire selon trois polarités finalement. Il y a une polarité qui est une question stricte de sécurité énergétique qui relève vraiment de la politique énergétique, c'est ce qu'on a ici en bas à gauche.
Il y a une polarité qui renvoie plutôt aux questions de concurrence et de création d'un marché européen de l'énergie. C'est ce qui est ici au sommet. Et enfin, il y a une troisième polarité qui renvoie aux questions d'environnement. Alors je dirais qu'à l'époque, années 80, quand on parlait d'environnement, on parlait surtout d'environnement local, plus peut-être que d'environnement, enfin c'est pas plus peut-être, c'est plus certainement que d'environnement global. L'environnement global n'était pas encore, la question du changement climatique n'était pas encore arrivée au premier rang des préoccupations des politiques européennes. Et John Cheshire nous disait, bon, le problème c'est que selon les périodes, c'est un des sommets qui domine, mais en général, finalement, ça retombe toujours sur la base, et ce qui domine le tout, c'est bien le problème de la politique de la concurrence et de la création d'un marché unique. Et finalement, cette initiation vraiment très, très précoce au problème de la politique énergétique européenne, elle était extrêmement bien vue, parce que, comme on va pouvoir le voir, ben, c'est toujours un peu vrai, et c'est toujours un cadre d'analyse extrêmement puissant quand on veut aborder ces questions de politique énergétique européenne. Alors, la question est un peu... Bon, si ces trois polarités étaient spontanément convergentes, je dirais qu'il n'y aurait pas trop de problèmes et on pourrait construire comme ça une grande politique européenne qui permette de concilier la sécurité d'approvisionnement, la concurrence pour la compétitivité de l'économie européenne et enfin les préoccupations d'environnement à la fois locales et à la fois globales. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples et on a plutôt l'impression que dans les 25 dernières années, on a plutôt une politique qui est écartelée, en quelque sorte, tiraillée entre ces objectifs qui ne sont pas spontanément convergents. Et c'est un peu ce qui va faire le fil directeur de ma conférence. J'ai choisi de rester un peu au niveau des idées plus générales de ce point de vue. On pourrait creuser certains aspects de la politique européenne, mais je pense que Philippe Malebranche, par exemple, sur la politique de développement des énergies renouvelables, donnera précisément un éclairage pointu sur un sujet précis. Alors, quelques brefs rappels historiques. Voilà. On peut dire qu'au début, la question de la politique européenne est vraiment, enfin, la question de la politique énergétique est presque au cœur de la création de l'Europe, puisque parmi les différentes communautés qui seront unifiées par la suite, il y avait la communauté européenne du charbon et de l'acier, créée en 1951, qui est vraiment tout à fait au départ de la création des institutions européennes. Il y a l'instauration d'Euratom pour assurer un développement de l'énergie nucléaire en Europe à partir de 1957. Et on voit que là, ce qui domine effectivement le triangle, c'est bien la préoccupation de sécurité, ou en tout cas la volonté de construire une politique énergétique qui soit en quelque sorte structurante pour le devenir de l'Union européenne. Donc ça, c'est un peu la première phase des débuts. Ensuite, on voit apparaître... Ensuite, on voit apparaître ce volet mise en œuvre du marché unique européen. Alors, il se trouve, et ça c'est peut-être un sujet à la fois peut-être de confusion parfois, mais en tout cas, il importe bien de distinguer, je pense, quand on évoque ces questions de création du marché unique européen, deux dimensions qui ne sont pas complètement identiques. Pour le coup, elles se superposent beaucoup, mais elles ne sont pas identiques. Vous savez sans doute qu'à partir du début des années 80, d'ailleurs avec l'arrivée de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, il y a beaucoup dans le domaine de l'énergie. Il y a le développement de politique, je dirais, d'inspiration néolibérale, mettant l'accent sur la concurrence de façon à réduire les coûts pour les consommateurs, à lutter contre les rentes qui sont parfois accumulées, je cite les discours de l'époque, par des monopoles publics inefficaces. Et donc ça, c'est un courant de pensée qui est très fort et qui aujourd'hui reste fort en Europe. Les grèves, là, enfin, on est toujours un peu dans cette tension. Mais en même temps, il y avait aussi, et ça c'est un petit peu différent comme logique, il y avait cette volonté de dire, si on veut vraiment créer un espace économique européen, c'est vrai qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on conserve la structure des industries électriques ou des industries gazières qui était à l'époque essentiellement nationale, le modèle du monopole national verticalement intégré pour les industries de réseau comme l'électricité ou le gaz de France. Bon, on voit bien ce que ça donnait en France, électricité de France, gaz de France, des industries complètement intégrées, de la production au transport, à la distribution.
Et on peut considérer qu'il y avait une certaine légitimité à se poser la question, en tout cas, de savoir est-ce que ce mode d'organisation de monopoles nationaux, c'était vraiment le mode d'organisation le plus propice à la création d'un espace énergétique européen intégré. Donc, sur ce volet instauration de la concurrence, il y a vraiment, de mon point de vue, superposition de deux mouvements ou de deux processus qui ne sont pas de même nature. Alors qui très souvent, effectivement, se sont confondus parce qu'on disait, c'est très simple, pour construire un espace européen, un marché unique de l'énergie, il y a une solution, c'est qu'il faut casser les monopoles nationaux. Et bon, je reviendrai là-dessus après. Donc ça a donné alors, vous voyez qu'il y a quand même un temps de détente assez long, hein, puisque la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz en Angleterre, ça commence donc avec Thatcher au début des années 80. En Europe, c'est petit à petit, je dirais, dans le courant des années 90 que ce mouvement. Et on a notamment les directives énergie de 96-98 dont je reparlerai. Première série, puis deuxième et troisième série en 2003-2009. Donc ces directives ont pour objectif d'instaurer la concurrence avec finalement une double préoccupation. On va dire comme ça, une double préoccupation. Donc mettre fin aux monopoles nationaux, instaurer de la concurrence, et d'autre part favoriser la création d'un marché européen dans lequel les réseaux seraient mieux interconnectés, les prix de l'énergie seraient moins structurés nationalement, etc. Donc ça, c'est la deuxième vague. La troisième vague, c'est la vague de l'environnement qui d'ailleurs s'affirme à peu près au même moment, hein, au milieu des années 96. Alors j'efface la deuxième pour qu'on voit mieux là. Donc en particulier, là, on peut dire que ce qui aurait été vraiment structurant, c'est le développement des politiques climatiques de l'Europe. Vous savez que dans le domaine du changement climatique, l'Europe s'est affirmée progressivement dans les années 90 comme une des régions du monde les plus en pointe, en tout cas les plus volontaristes dans ce domaine-là, avec à la fois la volonté de prendre un leadership au plan de la négociation internationale, le protocole de Kyoto, la négociation de Copenhague, enfin Kyoto c'est 97, Copenhague c'est 2009, donc entre les deux il y a quand même une douzaine d'années, mais au long de ces années, l'Europe a voulu s'affirmer comme un leader en matière de politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et avec deux dimensions, donc une dimension extérieure, la négociation, et une dimension intérieure, la création en particulier du système européen des quotas d'émissions négociables, dont on pourra discuter très longuement si vous le souhaitez. C'est une question sur laquelle j'ai pas mal travaillé dans les années passées, qui, il faut quand même le souligner, couvre ce système des quotas d'émissions négociables, ça couvre les industries grosses consommatrices d'énergie et le système électrique. Et ça représente tout de même en Europe près de 50% des émissions totales de CO2. Donc il y a déjà un dispositif qui a donc été mis en œuvre, qui a été décidé en 2003, mis en œuvre à partir de 2005, et qui couvre près de 50% des émissions. Alors, c'est un peu moins en France, parce que le secteur électrique en France est peu émetteur de CO2, parce qu'il est essentiellement dominé par l'énergie nucléaire. Donc, la proportion du système ETS, on dit ETS pour Emission Trading System, c'est un peu on utilise le terme anglais parce que l'acronyme en français est horrible, c'est SCEQE, le système communautaire d'émissions, de quotas d'émissions, c'est plus compliqué. Donc on dit le système ETS, donc Emission Trading System, le système d'échange de quotas. Donc ça c'est vraiment, alors, succès ou échec, on pourrait aussi en parler pendant très longtemps, parce que c'est une question très intéressante. Bon, ça a été mis en œuvre, ça a été un succès. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu d'abord un certain nombre de fraudes, et puis le prix du permis est descendu à un niveau tellement bas, en partie à cause de la crise, qu'on peut se demander si ça a une valeur incitative quelconque. Enfin, il y a plein de sujets. Et néanmoins, c'est tout de même une belle réussite de l'Europe que d'être arrivé à mettre en œuvre ce premier marché de très grande taille des systèmes de quotas d'émissions. La Chine actuellement est en train d'essayer de mettre des systèmes équivalents pour certaines de ces grandes villes ou de ces provinces, et elle s'inspire, elle tire des enseignements de l'expérience européenne. Et puis, il y a dans ce domaine de l'environnement le paquet climat-énergie, qui a été préparé par un certain nombre de livres verts, livres blancs, etc.,
Et aujourd'hui, disons, retenons le fameux 3 x 20 pour 2020. Alors 3 x 20 pour 2020, c'est vraiment la formulation synthétique des objectifs de l'Europe. C'est 20% d'efficacité énergétique supplémentaire, 20% de renouvelables dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe, pour réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990. J'y reviendrai. Et puis enfin, un projet dont on parle peu et qui, je dirais malheureusement, dans les conditions actuelles, a encore peu de chances de passer et d'être accepté par les États, c'est le projet de réforme de la fiscalité énergétique qui devrait incorporer une dimension de taxe carbone. Là aussi, on pourra en discuter pendant des heures, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà les dimensions. Donc c'est une très brève histoire, hein. Je vais sur l'essentiel. Ce qu'on peut dire simplement, je reviens un peu en retrait, pour bien dire qu'aujourd'hui, ce qui structure la politique européenne, c'est la concurrence et l'environnement, mais la concurrence reste en haut, en quelque sorte. On reviendra là-dessus. Alors, quels sont les 4 piliers du marché unique de l'énergie en Europe? Donc, c'est c'est une vision, encore une fois, très simplifiée des choses, mais j'essaie d'aller à l'essentiel. Il y a l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz, d'abord pour l'industrie, puis pour les particuliers, puisque aujourd'hui, ça y est, le marché est ouvert à la concurrence, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous avez le choix, vous devez avoir le choix, selon les directives européennes, vous devez avoir le choix de votre fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ce qui, dans des pays comme la France, était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que la France a vraiment traîné des pieds dans ce domaine-là et qu'elle a fait vraiment les choses le plus lentement possible en matière de libéralisation. Et soit dit en passant, EDF, peut-être dans une moindre mesure Gaz de France encore, il faudrait voir, mais EDF a profité de ce mouvement de libéralisation pour... Je vais être caricatural s'il y a des représentants de la salle pour intervenir, corriger, mais en tout cas pour verrouiller le plus longtemps possible le marché français, tout en se projetant à l'extérieur et en rachetant des électriciens en Angleterre et dans de nombreux pays européens. On peut dire qu'on est passé des monopoles nationaux verticalement intégrés à un nouvel oligopole de compagnies électriques et gazières qui ont de fait élargi leur champ de bataille, pourrait-on dire, au niveau européen. Autre sujet extrêmement intéressant et vaste sujet. Deuxième niveau, donc ce qu'a imposé l'Europe, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas en français de terme bien facile, là aussi c'est un peu du jargon, mais le unbundling. Le unbundling, c'est on défait le paquet. Hein. Là où les choses étaient toutes ficelées, eh bien on défait le paquet et on dissocie, on fait une déintégration, pas désintégration, mais déintégration verticale des activités essentiellement de production, transport et distribution. La communauté européenne a rapidement identifié le fait que si elle voulait parvenir à ses fins en matière d'instauration de la concurrence, il fallait en gros tronçonner les industries intégrées verticalement en différents morceaux et distinguer la production, le transport dans les grands réseaux et la distribution. En France, ça a donné effectivement EDF qui est tronçonné entre EDF à la production, RTE qui fait les réseaux de transport, la gestion du réseau, et ERDF qui fait réseau de distribution de France. Donc on a 3 entités, là on avait une seule entité. Troisième niveau, l'Europe a voulu organiser en quelque sorte un réseau des gestionnaires de réseau, hein, ou des réseaux des gestionnaires de réseau, et c'est ce qui s'appelle les ENTSO, donc ça veut dire European Network Transport System Operator, c'est les opérateurs de réseaux de transport européens dans le domaine de l'électricité et dans le domaine du gaz naturel. Cela pour gérer les interconnexions entre les anciens réseaux nationaux, favoriser le développement des interconnexions, toujours dans cette idée d'avoir un système européen qui s'intègre progressivement, et puis aussi pour gérer les problèmes d'investissement en matière de réseaux de transport. Et puis enfin, dernier pilier, qui d'ailleurs renvoie là peut-être plus à la politique plutôt là de gestion des approvisionnements et de la sécurité, la tentative, parce que finalement ça ne marche pas, la tentative d'instauration d'un partenariat stratégique avec les producteurs d'énergie, avec les fournisseurs de l'Europe, avec la charte européenne de l'énergie qui vise à développer le potentiel énergétique des fournisseurs ou, ce qui est une manière un peu détournée, les aider à faire de l'efficacité énergétique avec une idée
l'idée selon laquelle si les Russes consomment moins de gaz naturel, ils auront plus de capacité à en exporter. Ça revient un peu la même chose. Donc, en visant essentiellement l'Europe orientale et la Russie. On va le voir tout à l'heure, malheureusement, ça marche pas bien. Alors, on en vient, ça c'est les piliers du marché unique. Pardon. Voilà. Les trois piliers maintenant, des politiques énergie-climat. Donc l'objectif 3 x 20, j'en ai déjà parlé, hein, donc 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% de renouvelables dans l'approvisionnement, 20% d'efficacité énergétique. Le marché des quotas CO2 pour les grandes industries et le système électrique. Donc effectivement, j'ai déjà évoqué cette question-là. Et enfin, le projet de taxe carbone européenne qui est projeté comme devant être à un niveau de 20 € par tonne de CO2 en 2013, 30 € en 2020. Mais le problème dans ce domaine, c'est que pour instaurer cette taxe carbone à l'intérieur de l'Europe, il faut l'unanimité des États membres. On peut dire que avant que cette unanimité soit acquise, ça va être très très dur. Donc c'est un projet qui est vraiment, il est là sur l'agenda, mais il a des probabilités de mise en œuvre qui sont très faibles. On pourrait rajouter, mais alors là c'est un projet qui est encore plus dans sa jeunesse, je dirais, le projet de taxe carbone européenne, cette fois aux frontières. Ça faisait partie à la fois des objectifs du candidat sortant, enfin pas du président sortant et du président élu. On va voir si peut-être le président élu arrive à faire progresser ce dossier. Là, il s'agit d'une autre question qui est de dire si l'Europe se met un certain nombre de contraintes, en particulier pour l'industrie, sous la forme soit d'un système de quotas, soit d'une taxe, il serait non seulement normal, mais nécessaire et indispensable que l'on puisse faire en sorte que la compétitivité, l'impact sur la compétitivité des industries européennes soit compensé par le fait qu'on impose des coûts supplémentaires du même ordre pour les importations en Europe. C'est un énorme dossier, ça renvoie sur des questions d'Organisation mondiale du commerce, hein, Pascal Lamy, dont il a été question tout à l'heure, qui sera peut-être ministre dans quelques jours, ou qui aura peut-être d'autres fonctions, a beaucoup travaillé sur ces questions de taxe carbone du point de vue de l'OMC. Il a un point de vue assez nuancé. Ça ne coule pas de source quand on regarde le point de vue juridique, pour le coup, de ces questions. Bien. Et puis, on peut conclure ce premier temps en disant... Donc, on peut dire malheureusement, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas véritablement de politique énergétique commune. Alors, sur la question, en effet, la question plutôt politique énergétique structurante, en grand choix de filières, etc., on peut dire que après la guerre des filières qui a sévi en Europe jusqu'en 1969, c'est-à-dire jusqu'à ce que la France, en quelque sorte, abandonne sa propre filière nationale pour l'énergie nucléaire pour se ranger dans le camp des tenants de la filière à uranium enrichi, qui était la filière américaine au départ. Donc la guerre des filières se termine en 1969. L'ACK disparaît parce que le charbon a pratiquement disparu du système énergétique européen dans les dernières décennies. Et Euratom est finalement devenu avant tout le support du projet ITER, projet de fusion, dont on pourra peut-être avoir l'occasion de reparler dans la discussion. La charte de l'énergie dont j'ai parlé, qui vise avant tout à assurer l'approvisionnement par le développement de l'offre et la concurrence de l'offre. Dans l'idée des tenants, dans la vision, je dirais, libérale des problèmes de sécurité énergétique, finalement, la meilleure manière d'assurer la sécurité énergétique, c'est de multiplier les offreurs autour de la Commission. Vous comprenez bien que dans les Russes, ce n'est pas tellement leur vision du problème. Eux, il y avait Medvedev, quand il était président, avait sorti un document dans lequel il donnait sa vision des choses, et pour lui, ça devait être une discussion, en gros, d'État à État, entre partenaires étatiques pour se mettre d'accord, savoir est-ce qu'on va développer le gisement de Stockman, là-bas, dans le grand nord soviétique, dans des conditions absolument dantesques de froid et de rigueur, avec des investissements qui se comptent en dizaines de milliards d'euros. Et le problème des Russes, c'est ça, c'est est-ce que vous nous assurez qu'on aura un marché pour aller développer, qui justifie ce développement de grands projets très très lourds en investissement. Et quand l'Europe dit nous on veut pouvoir nous approvisionner de différentes sources, mettre les gaziers en concurrence, évidemment c'est pas du tout la même logique.
Et donc c'est pour ça que les Russes ne veulent pour l'instant pas du tout participer à l'achat de l'énergie. La question du mix énergétique pour l'électricité, au nom de la subsidiarité, mais évidemment c'est un peu un prétexte, est laissé aux soins des différents États, et il en résulte une absence de vision commune qui est aujourd'hui patente quand on prend l'Allemagne et la France, qu'on considère toujours comme les deux moteurs principaux de l'Europe. On va voir ce que donnent ces deux moteurs, est-ce qu'ils sont synchrones ou asynchrones dans les prochaines semaines, mais quand vous voyez les polarités complètement... alors, elles étaient complètement opposées jusqu'aux élections récentes. François Hollande a bien donné des indications sur sa politique énergétique qui sont peut-être moins polarisées sur le nucléaire que n'avait été la politique française, mais néanmoins, il y a quand même des visions considérablement différentes. Quand vous regardez ce qui se passe en Pologne, par exemple, qui est un grand pays charbonnier, là aussi, pardon, des différences importantes. Et là, on voit bien que les incohérences entre les politiques nationales, le cas de France et Allemagne, c'est évident, sont éventuellement, il ne faut pas être trop pessimiste, même si sont éventuellement porteuses de déséquilibre, ou du moins d'une vision non intégrée du futur système énergétique européen. On va peut-être aborder la question précisément des super-grids européens, ces réseaux qui seraient intégrés et qui permettraient en particulier de jouer de la complémentarité entre les différentes sources d'énergie, en particulier pour les sources d'énergie renouvelables. Il y a des schémas, et nos collègues allemands travaillent beaucoup sur des schémas d'un système électrique européen beaucoup plus intégré, avec beaucoup de création de lignes haute tension, éventuellement à courant continu plutôt que courant alternatif, pour connecter par exemple les éoliennes de la mer du Nord avec les centrales solaires à concentration du sud de l'Espagne et même de l'Afrique du Nord. Et donc il y a là l'image de ce que pourrait être un système électrique européen avec une très forte proportion d'énergie renouvelable du fait de l'interconnexion. Parce que vous savez qu'un des problèmes de l'électricité, c'est que ça ne se stocke pas et que donc aujourd'hui on sait gérer des réseaux électriques avec 20-30% d'énergie renouvelable intermittente, mais au-delà, c'est un peu le mystère parce qu'il faut ajuster l'offre et la demande en permanence dans le temps. Comme on sait stocker l'électricité, mais c'est quand même pas quelque chose de tout à fait évident, les capacités de stockage dans les stations de pompage sont limitées. Donc là, il y a un vrai problème, qui est d'ailleurs un défi pour les chercheurs tout à fait considérable, que ce soit les chercheurs en technologie ou en économie, de savoir comment on pourrait faire fonctionner un système de ce type. Vous voyez bien que là, si vraiment les visions restent très divergentes entre l'Europe et l'Allemagne, ça va poser un certain nombre de problèmes, parce que qu'est-ce qu'on va adopter comme stratégie? Deuxième temps, enfin pas vraiment deuxième temps, mais je vais essayer là de passer en revue précisément binôme par binôme, ou sommet, enfin couple de sommet par couple de sommet, les tensions. Alors la compétitivité contre la sécurité. L'idée de restaurer la concurrence sur les marchés électriques et gaziers vise bien à diminuer le coût pour les consommateurs, parce que la concurrence dans la vision libérale, et tout de même considérer qu'en économie ça fonctionne. Quand il y a de la concurrence en général, il y a moins de rente, les producteurs dominants sont moins maîtres de fixer leurs prix, et donc il y a une tension à la baisse des prix. Mais en même temps, cette concurrence, elle a des avantages donc en termes de baisse des prix aux consommateurs, elle a aussi des inconvénients, parce que quand on a moins de rente, des prix plus bas, c'est moins incitatif à l'investissement. Donc on a tendance à moins investir dans des capacités de production de réserve, dans des réseaux, et donc on est dans des systèmes qui sont peut-être plus fragiles, parce qu'ils ont moins de marge de capacité. Donc ça c'est un problème. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, le choix d'une stratégie de gestion des approvisionnements de l'Europe par la concurrence des fournisseurs externes, ça vise bien là aussi à diminuer les coûts, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus prisonnier d'un seul fournisseur, ce ne sont plus les Russes, pour être direct, ce ne sont plus les Russes qui fixent le prix du gaz naturel, on va sur un marché, et on espère que de manière générale, sur le marché, les prix sont plus faibles que sur les contrats à long terme. Mais évidemment, ce n'est pas favorable au développement d'un partenariat stratégique pour les grands investissements, donc, comme je le disais, du Grand Nord soviétique. Il faut bien considérer... J'ai dit soviétique. Oui, soviétique. J'ai dit soviétique, excusez-moi. Il faut bien considérer... C'est révélateur, non? Il faut bien considérer que... en tout cas, ce n'est pas un lapsus complètement...
il faut bien considérer que de fait la libéralisation correspond bien, et ça c'est dans l'esprit des néolibéraux, je dirais c'est très clair, c'est quand même l'idée selon laquelle il faut quand même rechercher le coût minimum, c'est ça ce qu'il faut rechercher. Si ça implique un petit peu plus de risques, c'est pas si grave parce que finalement on y gagnera sur le long terme finalement. Donc c'est bien un arbitrage différent entre les priorités mises à la réduction des coûts par rapport aux priorités de sécurité. Structurellement, c'est tout de même ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la prochaine. Voilà. Compétitivité contre durabilité. Là aussi, c'est pas évident. La convergence n'est pas évident. La mise en œuvre des instruments économiques pour l'environnement qui visent à faire payer les pollueurs, hein, c'est le principe du pollueur-payeur, soit que ce soit un système de taxes, soit que ce soit un système de quotas, ça se heurte à l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Si on met une taxe carbone, ça va avoir un impact sur le choix des ménages, et sur la compétitivité des entreprises. On est bien placé en France pour comprendre ce problème-là, puisque suite aux promesses dans le cadre du Grenelle de l'environnement, promesses faites notamment à Nicolas Hulot, qui s'était beaucoup battu en 2007 lors de la précédente élection, de mettre la question de la taxe carbone au premier rang des préoccupations et des décisions. Et vous savez qu'il y a eu un long processus, hein. Contrairement à ce que certains ont dit, ce n'était pas quelque chose d'improvisé qui est tombé du ciel comme ça en 2009. Il y a eu un très long processus de préparation de la décision qui s'est achevé avec la commission Rocard à laquelle j'avais participé. Le 13 juillet 2009, on était tous très heureux parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on allait avoir une taxe carbone avec des modalités qui avaient tout de même été bien réfléchies. Il y avait un système de compensation des ménages justement pour éviter les impacts trop défavorables sur le pouvoir d'achat. Et puis patatras, le Conseil constitutionnel, le 30 janvier 2010, dit ben non, cette solution n'est pas constitutionnelle, ben tout simplement parce que les industriels, eux, ne vont pas payer, les grands industriels ne vont pas payer cette taxe-là, donc les citoyens ne sont pas égaux devant l'impôt. Ou bien le Conseil constitutionnel n'avait pas compris, ou bien c'était une manipulation d'un gouvernement qui ne voulait pas la taxe carbone. Je ne pense pas que c'était ça le cas. Ou alors c'était une échauffourée au sein de la majorité de l'époque. Je ne suis pas arrivé à avoir le fin mot de l'histoire, hein, mais en tout cas ça a été mal préparé. Et donc le Conseil constitutionnel dit c'est pas constitutionnel. Un harcèlement de taxes. Un harcèlement de taxes. Et donc voilà, donc ça pose des problèmes quand même, ces questions de taxe carbone, et ça demande une préparation, et j'espère qu'on va voir revenir cette question parce qu'elle me paraît très importante. Et j'espère simplement que la mise en œuvre sera mieux orchestrée qu'elle ne l'a été pour cette première tentative. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que on peut recycler intelligemment le produit de la taxe. Parce qu'évidemment, quand vous mettez une taxe carbone, vous pouvez très bien considérer que vous restez à prélèvement obligatoire constant, et ça vous permet de réduire d'autres taxes. Ça vous permet soit de compenser les ménages, et peut-être en particulier les ménages en précarité énergétique. C'est peut-être là où, au sein de la commission Rocard, on a manqué un peu de courage, on aurait dû mettre le paquet sur la compensation des ménages en situation de précarité. On n'avait pas des idées aussi claires sur le problème de la précarité. Mais vous pouvez aussi réduire les charges sociales des entreprises. Hein. Il y a différentes manières de réduire les charges sociales des entreprises. Si on croit les modèles macroéconomiques, c'est la meilleure solution, y compris pour les ménages. Pourquoi? Parce que ça améliore la compétitivité des entreprises, donc l'emploi, et donc finalement, si on fait confiance au modèle économique, ce serait la meilleure solution pour recycler la taxe carbone. Bon, inversement, compétitivité contre durabilité, la recherche d'un faible coût de l'énergie, ça risque d'être incitatif à la consommation, donc mauvais pour l'environnement. Vous voyez que la question du bon équilibre de la maîtrise entre la maîtrise des coûts des prix de l'énergie et des prix de l'énergie d'un côté, et la fiscalité écologique pour maîtriser les consommations, ben, cet arbitrage il ne se fait pas forcément facile. Et puis on arrive au troisième binôme, sécurité contre durabilité. Alors là, moi jusqu'à il y a quelques mois, j'étais très optimiste sur ce sujet-là, parce que je disais, ben, il n'y a pas de problème, la transition vers des systèmes énergétiques bas carbone, ça oblige la réduction des consommations d'énergie fossile. Pour réduire la consommation d'énergie fossile, ben, on va moins importer de charbon, de pétrole, de gaz naturel.
Et donc, ça va être très bon pour la sécurité énergétique. Donc on a fait d'ailleurs des études européennes là-dessus dans le cadre des programmes de recherche financés par le 7e programme cadre de la Commission. Mais il faut peut-être que je songe à aller vers la conclusion. On avait fait une étude où on montrait qu'effectivement, le fait pour l'Europe de s'engager sur la voie de la transition énergétique vers une Europe bas carbone ou vers une Europe sobre en carbone, ben c'était la meilleure manière peut-être de régler le problème de la sécurité, parce que comme ça, consommant et important moins de charbon, de pétrole et de gaz, on était beaucoup moins vulnérable aux chocs pétroliers et gaziers qui sont éventuellement susceptibles d'intervenir dans les prochaines années. Or, ce qui est nouveau depuis maintenant 1 an, 6 mois, c'est, on peut appeler ça la révolution des hydrocarbures non conventionnels, hein, le pétrole et le gaz non conventionnels. Vous savez qu'aux États-Unis, il est prévu que 40% du gaz produit en 2030 puisse être du gaz non conventionnel. Les États-Unis, qui devaient être des importateurs massifs de gaz naturel, se remettent à exporter du gaz. Alors, ce n'est pas des exportateurs nets. Enfin, et le prix du gaz a chuté, a été divisé par 4 dans les dernières années aux États-Unis parce qu'ils se sont lancés à corps perdu dans la production de gaz de schiste, hein, ces gaz de schiste dont il est fortement question en Europe. De même, la production pétrolière américaine, pour la première fois depuis le début des années 70, est repartie à la hausse. Depuis 2 ans, ils ont augmenté leur production de 20% parce qu'il y a aussi du pétrole de schiste. Hein. Comme il y a du gaz de schiste qui est piégé dans des roches, ben, il y a du pétrole de schiste. Et en développant les nouvelles technologies de production, les États-Unis ont relancé leur production pétrolière. Le problème, c'est qu'il y a en Europe pas mal de gaz de schiste. En Pologne, numéro 1, en France, numéro 2, en Roumanie, et encore, on n'a pas encore terminé toutes les recherches. Et là, on tombe sur vraiment une difficulté qui m'apparaît peut-être un des sujets majeurs de la politique énergétique européenne dans les toutes prochaines années, c'est est-ce que l'Europe, au nom de la sécurité énergétique, parce que ça a un avantage, c'est que c'est une source d'énergie nationale européenne, et bien au nom de la sécurité énergétique, l'Europe va-t-elle se lancer dans le développement des gaz de schiste? Je dirais que les gaz de schiste, du point de vue de l'environnement, c'est l'équivalent de la double peine en matière de justice. C'est-à-dire que c'est la double peine au niveau de la production locale, parce que ça demande des quantités d'eau tout à fait considérables. Et après cette eau, il faut savoir quoi en faire. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une confiance limitée, mais une certaine confiance dans la capacité des pétroliers à développer des technologies, à améliorer leurs technologies. On voit qu'ils ne sont quand même pas à l'abri de tuiles majeures. C'était le cas pour BP il y a 1 an, 2 ans maintenant. C'est le cas toujours, je crois que je ne suis pas sûr que Total n'a pas résolu son problème de fuite de gaz aujourd'hui. Bon, c'est vrai que n'empêche qu'ils sont très forts pour améliorer les technologies. Mais néanmoins, de toute façon, les hydrocarbures non conventionnels, c'est la double peine au sens où c'est, en général, à l'heure actuelle, mauvais pour l'environnement local. Et puis, évidemment, c'est mauvais pour l'environnement global, puisque ça facilite l'utilisation des combustibles fossiles. Voilà. Donc, on voit bien que tout ça, c'est beaucoup plus problématique. On est loin de l'image où les choses convergent d'elles-mêmes. Et j'en arrive à ma conclusion avec les 2 derniers slides de conclusion. Alors, le discours officiel, voilà. Le discours officiel, il est sympathique, c'est on peut développer en Europe une énergie sûre, compétitive et durable. On retrouve les 3. C'est les termes employés dans le dernier livre vert de 2006, c'est les termes employés dans la stratégie 2050 récemment publiée. Donc, c'est le but du jeu, c'est d'avoir une énergie sûre, compétitive et durable. Formidable. Donc, on peut avoir une rhétorique de la convergence et de la complémentarité des objectifs. J'ai montré que c'est quand même pas tout à fait évident. On peut aussi faire des scénarios quantitatifs, ça je peux en parler aussi parce que c'est la spécialité de on a un modèle de simulation du système énergétique européen où on étudie précisément ça et le modèle montre bien qu'on peut arriver à des configurations dans lesquelles on a cette convergence. Dans la pratique, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile de développer des orientations stratégiques européennes avec des politiques communes et des mesures communes qui permettent de réellement établir des priorités et construire des politiques qui soient un minimum intégrées ou convergentes, je dirais, en Europe. Et donc, eh bien, dans ces conditions, c'est finalement, encore aujourd'hui, comme quoi mon collègue John Cheshire avait raison au
milieu des années 80, c'est toujours le pôle concurrence-compétitivité qui est dominant. Peut-être parce qu'en situation de déficit de gouvernance européenne, eh bien, ça reste le plus grand commun dénominateur des différents États-nations qui considèrent que finalement la compétitivité c'est quelque chose de très important. Oui, c'est vrai, ça se comprend en effet. Et donc finalement c'est cet objectif qui domine tous les autres. Alors, je ne suis pas thatchérien, donc je ne pense pas, vous savez, Tina, there is no alternative. Je pense qu'il y a une alternative, mais il faut bien regarder les deux branches de l'alternative. Est-ce qu'on va aller vers un retour aux politiques énergétiques nationales ou vers une intégration plus poussée? Je crois que c'est vraiment la question. Donc, comme dans tous les autres domaines de la politique européenne, le retour aux politiques nationales est toujours possible. On voit là, à propos de la Grèce, qu'on est vraiment, y compris dans ce qui était cité de Pascal Lamy, on est vraiment dans ce domaine-là, enfin dans cette problématique-là, mais ça risque d'être la voie de l'affaiblissement, c'est-à-dire que si chaque pays joue de son côté, on perd tous les effets de synergie. Vous vous souvenez du livre blanc qu'avait demandé Jacques Delors, on lui disait que l'Europe ça coûte cher, etc. Oui, mais lui disait, mais regardons le coût de la non-Europe, qu'est-ce que ça coûterait de ne pas avoir l'euro? C'est un peu cette problématique. Inversement, si on veut mettre en œuvre une fiscalité carbone européenne harmonisée, déjà au niveau national, c'est pas évident, mais il faut quand même se battre. Il faut se battre au niveau européen. Si on imagine, et là aussi ça renvoie sur le point d'actualité que vous avez donné, il est tout de même là, aujourd'hui, très explicitement question d'un plan de relance européen qui pourrait être fondé sur une logique d'investissement d'avenir. C'est pas de la dette pour la dette, c'est pas de la dette pour la relance, c'est de la dette gagée en quelque sorte sur les économies qu'on va faire après, en particulier les économies d'énergie. Donc il y a déjà des plans qui sont de la DEI pour les supergrids, les interconnexions, le développement de l'éolien, le photovoltaïque, l'efficacité énergétique. Il pourrait être facilement étendu, je pense qu'un des sujets majeurs, on est bien placé à Grenoble pour être au fait de ces problèmes, puisqu'il y a de belles opérations de la métro et de la ville là-dessus, sur la réhabilitation thermique du bâtiment existant. C'est pas très prestigieux comme ça fait pas très high-tech, mais c'est peut-être un des chantiers les plus importants dans lequel, s'il y avait ces fameux project bonds dont il était question tout à l'heure, qui seraient en gros par recapitalisation de la Banque européenne d'investissement, gérée par la Banque européenne d'investissement des projets de ce type, là, on serait vraiment sur la voie d'une stratégie européenne intéressante. De même, si on veut un partenariat européen avec les fournisseurs de gaz et de pétrole, question géopolitiquement très complexe et difficile, mais qui mérite d'être examinée, eh bien, probablement, dans ce cas-là, il faut plutôt une convergence et une intégration plus poussée des politiques. Du point de vue de la politique énergétique, et je m'en tiendrai là, je pense, on voit bien que l'Europe est vraiment à un tournant. Je pense que dans les années qui viennent, avec la crise et dans les années qui viennent, dans les modalités de sortie de crise qui vont, parce qu'on espère sortir de la crise, voilà, c'est une question tout à fait simple. Voilà. Merci. On comprend mieux pas mal de choses. Merci. Monsieur Valbranche, est-ce qu'ils sont à la suite, les deux? Oui. Oui. Ah oui, je pense. Merci. Non, elle est ouverte, mais ils sont pas à la suite. Il faut Non, je croyais qu'il y avait peut-être des questions. Non, c'est après la fois qu'on est deux interventions. Il est sur la crise de marche. Ça marche un petit truc. Oui, ça marche. Excusez-moi, je vais rester là. Je ne sais pas si vous j'ai pas pris la précaution de faire des copies papier, donc voilà. Donc je vais vous parler du solaire, de l'énergie solaire, en vous présentant quelques points. Alors, on m'a dit de faire ça en 30 minutes, donc c'est très court pour parler de tous les volets, donc je ne pourrais pas tout couvrir, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Donc, sur le solaire, et le solaire en Europe, je vais vous faire une vision un peu globale, montrer déjà qu'est-ce que sont les installations, comment ça intervient, la tendance qui est sur l'évolution des coûts. On est vraiment à une révolution qui est en route, une révolution majeure au niveau énergétique.
Et donc on passera rapidement sur les tendances futures. Alors, au niveau de l'intro, là je vais peut-être accélérer et passer assez vite. À l'heure actuelle, dans un petit rappel. Un peu la lumière pour qu'on puisse mieux voir l'écran. C'est sa lumière qui est là. Il est là. Oui, vous arrivez à finir. Voilà. Donc en état des lieux global, notre système énergétique repose sur le fossile, sur le nucléaire, et c'est exactement ce qu'on n'a pas. Par contre, ce qu'on a de manière majeure, ce sont les énergies renouvelables. L'effet de serre, ça vient d'être évoqué, hein, la pollution au moment de l'extraction du fossile et la pollution après, qui elle est très durable. Alors, des scénarios énergétiques, il y en a de toute nature. Celui-là est assez ancien. On reconnaît le fait que ce ne soit pas un scénario français du tout, parce qu'il n'y a pas de nucléaire, ou il n'y a plus de nucléaire à terme. C'est un scénario allemand, mais qui avait été imaginé dès la fin des années 90, 2000, et sur lequel on s'aperçoit que maintenant, ils vont, après plusieurs années d'expérimentation, diverses et variées, à l'échelle d'un millième, à l'échelle d'un millième, maintenant ils sont vraiment en route sous les 20 ans à venir vers ce scénario-là. Au niveau scénario global aussi, je vais dire, même l'AIE, qui jusqu'en 2006-2008 n'était pas très en faveur des énergies renouvelables, dans ses derniers scénarios, dans ses dernières publications, à partir de 2010, commence à envisager des scénarios assez sérieux au niveau de recours aux renouvelables. Alors le solaire, on va focaliser petit à petit. La surface nécessaire, la surface de captation nécessaire pour couvrir l'ensemble des besoins de la planète est minuscule. Il n'y a pas de problème de place. Alors, au niveau du solaire, les principales chaînes de conversion thermique, biochimique, biomasse et le photovoltaïque, je vais parler donc du photovoltaïque uniquement. Tout un tas d'applications, je fais un petit résumé rapide, ça a démarré dans les années 50-60 pour les satellites, le spatial. Après on a vu apparaître des applications grand public, les calculettes, les montres, un peu d'éclairage de jardin et tout. Les applications professionnelles des années 80-90, l'électrification rurale, et puis depuis les années 2000, la niche du couplage réseau qui est vraiment devenue la niche prédominante, où il y a plus de 80-90% des réalisations dans le monde qui sont maintenant connectées au réseau. Donc deux grands marchés, deux grandes tendances, le solaire pour l'alimentation des sites isolés et le solaire pour le soutien au réseau électrique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Des exemples de réalisation. Voilà des centrales de quelques mégawatts. C'est apparu à partir des années 2000. 6 mégawatts, 11 mégawatts, 14 mégawatts, 80 mégawatts. À l'heure actuelle, on est dans les plus gros projets maintenant, sont annoncés dans des tranches de 100, 200 mégawatts jusqu'au gigawatt. Les Chinois mettent en place un grand projet à 2 gigawatts, monobloc, évidemment par séquence. Vous voyez que c'est complètement modulaire, on équipe les champs les uns après les autres, donc c'est quelque chose de parfaitement modulaire, la vitesse de développement est très facilement adaptable. On montre que, en ce moment, tous les ans en Allemagne, on installe 7 gigawatts, 9 gigawatts l'année dernière en Italie, en une année. C'est l'équivalent de la production de 1 à 2 centrales nucléaires. Et ça s'installe en un an. Je vous rappelle le délai de construction d'une centrale classique, ça se compte en années, quand c'est pas en dizaines d'années. Là, avec cet avantage de la modularité, on avance à la vitesse que l'on veut et le temps de pause, le temps d'installation est vraiment minime. Alors ça, c'est pour la réalisation de grosses centrales. En France, la première centrale un peu sérieuse a été installée, qui dépassait quelques mégawatts, a
a été installée à partir de 2009. Donc ça, c'était le premier volet, les grandes centrales. Et puis l'autre volet, c'est les lotissements, hein, le grand public, le résidentiel, c'est-à-dire les panneaux solaires directement au-dessus de sa toiture, hein, au-dessus de la tête, toiture du résidentiel ou de tout ce qui est industriel et commercial. Donc là, vous avez une réalisation qui était déjà comme ça en 2005, et puis ça s'est fait un peu dans tous les pays par la suite. Je vais passer, c'est cette même ville avec 500 maisons à 4 kW, donc ça faisait une première centrale de 2 MW. Des lotissements en Allemagne, aux États-Unis, en France. Et donc, voilà les résultats. Un marché en très forte croissance, hein, toutes les années 80 jusqu'à 2000, 15-20% de croissance annuelle. Et depuis les années 2000, on est 30, 40, 50% de croissance annuelle. Donc là, à l'heure actuelle, on sort de la courbe. La situation actuelle, c'est un marché de plus de 20 gigawatts annuels, donc pour un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards d'euros maintenant. On est à 70 gigawatts cumulés installés dans le monde, et à l'heure actuelle, maintenant, il y a une dizaine de marchés, de pays, dans lesquels on installe plus d'1 gigawatt par an. 1 gigawatt, 1000 mégawatts. Bon, les prévisions du futur, on va passer, tout ça c'est toujours un peu des plans sur la comète, mais personne dans notre secteur imagine un ralentissement ou une baisse de la croissance. Les principaux marchés dans le monde, et là on peut voir qu'il y a beaucoup de choses en Europe. L'Europe est tout à fait leader du marché, des applications. Donc historiquement en bleu, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne, vous voyez, faisait usuellement avec leur politique incitative, on fait quasiment jusqu'à moitié du marché mondial. L'Allemagne a toujours représenté une partie importante. Là, il y a une année un peu exceptionnelle de l'Espagne, qui a mis en place une politique incitative, trop incitative, donc ils l'ont arrêtée. La France vient de faire la même chose. Donc l'Allemagne a continué, et là, elle vient de faire donc 2 années à 7,7 et 7,2 gigawatts. L'Espagne, on voit que l'Italie a vraiment choisi, l'Italie apparaît ici, grossit là et devient énorme, 9 gigawatts installés donc en 2011. Et puis la France, qui est en croissance malgré le moratoire. Hein, je vous rappelle qu'il y a eu un moratoire arrêtant tout en 2010, fin 2010, mais sur la lancée de ce qui était signé, 2011 a été une bonne année. Mais 2012 est en passe d'être en voie d'être catastrophique. Le Japon continue de monter, un peu moins d'1 gigawatt, là un peu plus d'1 gigawatt, mais ils viennent de passer un plan post-Fukushima, d'un recours majeur au photovoltaïque, avec des tarifs d'achat vraiment importants. Et puis la Chine, les États-Unis sont en train d'apparaître et de devenir des marchés vraiment très importants. Globalement, à l'heure actuelle, quand on cumule toute l'Europe, on est entre 75 et 80% du marché mondial. Alors, il y a une contrepartie, bon, j'y viendrai après. Donc pour l'Europe, là c'était la situation 2010. Vous voyez qu'on a installé en Europe toutes ces capacités-là. Ça, ce sont les nouvelles capacités sur lesquelles on a investi. Donc en 2010, on a investi 15 gigawatts de turbines à gaz. La première des énergies renouvelables était le photovoltaïque, 13 gigawatts. 9 gigawatts d'éolien, et puis du charbon, biomasse, etc. En 2011, le photovoltaïque passait devant, donc plus de 20 gigawatts, toujours devant le vent, et a dépassé le recours à la mise en œuvre de turbines à gaz. Donc ça, c'est la situation 2011. Bon, ça je vais passer, ce sont les premiers constructeurs mondiaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, la majorité de la demande
Vous voyez qu'on ne connaissait peut-être pas beaucoup de tous ces fabricants-là. La plupart sont asiatiques. Sauf quelques compagnies, enfin non, Suntech, ça peut avoir l'air anglo-saxon, mais c'est chinois. First Solar, c'est américain, mais c'est en déclin. Et tout le reste, là, tout ça, même Canadian Solar, ce sont des Chinois. SunPower est américain. Là, il y a un Européen, QCell, mais qui est en dépôt de bilan à l'heure actuelle. Et REC est en diminution. Donc, vous voyez que sur les 20 premiers, il y a 3 Européens, 2 Américains, et tout le reste est asiatique. Donc là, on a une vraie difficulté pour l'Europe, c'est que l'Europe a mis en œuvre une politique clairement incitative de développement des énergies renouvelables, de développement du photovoltaïque, a bien réussi, et trop bien réussi, c'est-à-dire que tous les développements de R&D ont permis le développement d'industriels qui ont mis en œuvre des équipements, des équipements de fabrication, qui ont eux-mêmes été achetés par les Asiatiques. Et évidemment, ils ont produit avec nos équipements les plus performants, qu'on était content de leur vendre aussi, parce qu'une fois qu'on avait développé un four, puis vendu 10 fours, ou peut-être 100, les équipementiers étaient contents d'en vendre 100 ou 1000 ailleurs, et donc aux Chinois. Mais les Chinois ayant un délai de montage d'usine très court, un coût d'accès au capital très faible, des assurances prises en compte par les banques d'État, tout ça, ça se traduit par des avantages très compétitifs qui sont en train de tuer l'industrie européenne. Donc voilà une des difficultés. Ça, je vais passer, c'est pas très important. Dans le solaire, il y a beaucoup de technologies. On entend parler des technologies au silicium, aux couches minces, CDTE, CIS, des technologies à concentration, organiques. Il y a plus d'une dizaine de technologies différentes. On a finalement, sur une quinzaine d'années, une tendance très établie au silicium cristallin, qui est le marron clair et le marron foncé, où globalement on est à entre 80 et 90%. Et là, dans la petite bande en dessous, on a toute une technologie un petit peu exotique de tellurure de cadmium, silicium amorphe, cuivre, indium, sélénium. Mais bien qu'il y ait eu une petite pointe là vers 15%, les couches minces ne représentent toujours pas plus de 10%. Dans le futur, le cristallin qui est là, à 80-90%, pourrait baisser en laissant la place à ces nouvelles technologies, mais ça reste encore à prouver. Alors là, on voit le différentiel dont je parlais, qui font que le marché est en Europe, les marchés sont européens, des marchés européens. L'Europe, enfin oui, c'est ici le marché, avec l'Europe ici. Et la production, vous voyez, la production asiatique qui démarre ici, et la 2010, mais 2011, ça a encore monté, sur Chine et reste du monde, c'est-à-dire ça inclut Taïwan, Corée, etc. Alors les prix, ce qui est très important à retenir, c'est que les prix baissent. En parallèle, de manière concomitante avec toute cette augmentation de volume, comme tout produit que l'on produit de plus en plus, grâce au volume d'achat de matières premières plus important, grâce aux séries plus importantes, les prix de revient individuel baissent. Et c'est ça, depuis 30 ans, on est à moins 5% par an. Alors avec de temps en temps des baisses plus rapides ou des baisses moins rapides, mais moyenné sur 30 ans, on est à moins 5% annuel. Ça c'est donc le soleil sur l'Europe, la ressource solaire en Europe. Je ne serais pas surpris que le soleil est plutôt au sud. Mais que l'Allemagne, vous voyez qu'il y a un programme très important à moins de soleil, il est plutôt sur un équivalent de 900 heures de soleil annuel, alors que la France va être entre 1000 heures et 1400, 1500 heures par ici. Mais vous voyez qu'entre bien ensoleillé, 1500 heures, ou peu ensoleillé, ou
très mal ensoleillés par là, hein, de l'Angleterre ou l'Europe du Nord, on est de 800, 900 à 1500, il y a 50%, 60% de différence. Donc ça se traduit en différence de prix de revient, mais ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas des pays ensoleillés, des pays pas du tout ensoleillés. Ça joue juste sur le coût de revient de l'électricité. Donc si vous êtes dans une région ensoleillée, ça produit plus, donc le coût de revient localement est moins élevé. Économiquement, ce graphe-là est le plus important. Il est très ancien et je le montre toujours, il n'a jamais été réactualisé. Il a été fait dans les années 90. En vert, c'est la baisse de coût de revient à 5% par an, donc c'est tout à fait régulier. 50% par an, moins 5% par an dans une région très ensoleillée, donc ça revient moins cher, ou dans une région peu ensoleillée, 900 heures par an, et c'est la courbe verte tout dessus. En bleu, vous avez l'électricité de base, hein, ce qu'on appelle le nucléaire ou le charbon, alors selon les années, 3, 4, 5 centimes. Le charbon plus propre, un peu plus cher. Le nucléaire plus sûr, encore un peu plus cher. Hein, les derniers rapports 6, 7, 8. Enfin, toujours pas garanti, et toujours TG recyclé. Hein. Mais bon, donc vous voyez qu'on est avec une tendance haussière. Et là, c'est le coût de revient de l'électricité de pointe, donc faite par turbine à gaz, groupe électrogène, donc qui oscille dans la gamme 10 à 20 centimes, et puis qui, du fait du coût de revient du fossile, augmente un peu plus. Et donc, on voit très bien que le solaire donc, arrive dans cette phase de compétitivité d'abord avec l'électricité de pointe, et puis au-delà, il ira croiser, à partir de 2030, l'électricité de base. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Oui. À l'heure actuelle, donc ces évolutions sont très importantes. Vous voyez que sur 2006, sur 2010, selon qu'on est dans une région donc peu ensoleillée à 1000 heures ou très ensoleillée à 1500, vous voyez pour l'Europe du Sud, vous voyez qu'on était en 2010 entre, on va dire, 15 et 25 centimes. La baisse ces temps-ci a été extrêmement rapide. Et à l'heure actuelle, on a Solaire Direct qui, en France, a montré son dernier modèle économique qu'il a mis en œuvre dans la région Charente-Poitou, donc dans une région pas très ensoleillée, hein, c'est à 1200 heures. Ils ont proposé un contrat de vente de l'électricité à, en gros, 11 centimes. 11 centimes, évidemment, sur un calcul un peu différent du calcul habituel sur 20 ans, c'est-à-dire avec un calcul sur 30 ans, avec une valeur résiduelle. C'est-à-dire on considère que la centrale, avec ses structures, son câblage et tout, peut être réhabilitée le jour où les modules, on veut en mettre des plus performants, qui seront à l'époque moins chers. Donc l'investissement, on lui garde une valeur résiduelle. Et avec ça, donc, il montre que l'électricité, il la vend aujourd'hui à 10,8, donc 11 centimes le kilowattheure, avec une indexation ultérieure du prix d'électricité, évidemment moindre que... enfin, ils ont mis en place un tunnel d'augmentation où on prévoit l'inflation de l'électricité. Vous savez que EDF rêve de faire 30% en quelques années. Et donc, il y a un partage de l'inflation, c'est-à-dire pour Solaire Direct, ils ne répercuteront qu'une partie de l'inflation pour que chacun, pour que ça soit vraiment une approche gagnant-gagnant entre les collectivités locales et Solaire Direct. Donc aujourd'hui, et là c'était fin 2011, hein, ce dont je parle, le modèle Esther, en France, pour 1200 heures d'ensoleillement, on est arrivé dans la gamme 11-12 centimes. À l'heure actuelle, on ne compte plus les appels d'offres ou dans des zones plus ensoleillées. Malheureusement, où le coût du capital est un petit peu plus élevé, en Inde, au Chili, au Mexique, il y a maintenant des offres où on sait faire massivement de l'électricité solaire à 10 centimes le kilowattheure. Alors, ce n'est pas encore la panacée, tout le temps,
partout. Mais je vous rappelle que ça baisse de 5% par an. 5% par an, ça veut dire une division par 2 tous les 10 ans. Donc aujourd'hui, on est dans cette gamme, et si je vais le reprendre très largement, on est dans une gamme 10 à 20 centimes, le coût de revient de l'électricité solaire en France. Vous projetez dans 10 ans, et ça veut dire qu'on est entre 5 et 10 centimes dans 10 ans, et 10 ans plus tard, moins de 5 centimes partout. Voilà, je vous laisse remettre ça face aux chiffres que l'on connaît par ailleurs. Cette technologie montre qu'elle baisse ses coûts de revient en permanence, alors que beaucoup d'autres ne font que l'augmenter. Et le modèle économique est le suivant, et c'est ce qu'a fait Solaire Direct. Est-ce que vous préférez d'électricité à 10 centimes, dont je vous garantis que pendant 10 ans ou 15 ans, elle sera encore à 10 centimes, et après, on se permettra une petite inflation, peut-être 11 ou 12 centimes, ou est-ce que vous préférez acheter de l'électricité aujourd'hui à 8 centimes, certainement moins cher, mais dont je ne vous garantis rien en termes d'inflation. Et c'est en ce sens que, pour moi, l'argument qui devient extrêmement important, c'est le photovoltaïque, c'est tout simplement une assurance contre le futur, envers le futur, envers les risques inflationnistes du futur. C'est une manière de sécuriser, pour un prix connu aujourd'hui, et donc pour 20 ou 30 ans, toute une part de ses dépenses. Et ça, c'est la révolution forte qu'on ne réalise pas encore parce que tout un tas de choses sont contraires à ça. Hein, c'est-à-dire jusqu'à présent, toutes les politiques sont peu favorables quand on pense au délai de raccordement, toute la paperasse, tout un tas de choses. Enfin, vous construisez une centrale nucléaire ou une turbine à gaz, vous empruntez à quelques pourcents, vous allez voir votre banquier pour installer dans un générateur photovoltaïque, vous allez être à nettement plus, entre 6, 8 et 10%. Donc, voilà. Alors, au niveau des perspectives, souvent ce qu'on nous rétorque, c'est oui, mais est-ce que réellement ça peut continuer de baisser? Et là, la réponse, donc ça, c'est la courbe de baisse des prix, donc 100 $ par watt, 10 $ par watt, 1 $ par watt, et à l'heure actuelle, on continue de baisser. Est-ce que ça peut baisser encore? La réponse est vraiment oui. Je vais faire très bref avec cette dernière slide. Donc ça, c'est la baisse des coûts de revient du système tel qu'on les prévoit, nous, dans nos feuilles de route en tant que laboratoire spécialisé dans le solaire. C'est notre feuille de route pour baisser à la fois le coût de revient du matériau silicium, des cellules, des modules, des systèmes, parce que ce que l'on utilise finalement, c'est des systèmes complets avec des onduleurs, éventuellement du stockage, etc. Et donc, tout l'enjeu des 10 ou 20 ans à venir, c'est est-ce que ça va continuer de baisser? Et oui, la réponse est oui, parce qu'on utilisera du matériau que l'on saura purifier toujours moins cher, c'est-à-dire purifier plus efficacement moins cher. On en consommera moins. À l'heure actuelle, on consomme, autrefois on consommait 500 microns, on est tombé à 200, puis 100 microns. On utilisera un peu moins d'argent et plus de cuivre. On utilisera des cellules toujours plus sophistiquées qui seront, alors là c'est les courbes d'augmentation de rendement, on voit que quelles que soient les technologies, toutes sont en augmentation. Et les deux derniers points, des enjeux très importants, ce sont, étant donné que l'enjeu maintenant c'est de produire des gigawatts annuels, quand vous convertissez ça au niveau d'une usine, ça veut dire qu'il faut faire des mètres carrés bientôt par seconde, en termes de vitesse de production. Donc, avant, ce qu'on pouvait se permettre, on n'est pas dans la microélectronique où on fait le wafer et on en fait 10, 100 ou 200 par jour. Là, c'est des mètres carrés à la seconde, c'est des kilomètres carrés qu'il va falloir sortir. Et donc, les procédés de fabrication rapides sont fondamentaux. Et pour ça, il faut mettre en œuvre des choses dans les laboratoires, les tester à grande échelle dans des laboratoires pilotes, ce qu'on appelle des lab fab, et ensuite
valider ça à l'échelle industrielle. Voilà. Au niveau européen, il y a des scénarios tout à fait différents. 4%, c'est un peu le business as usual. 6%, 12%. Je vous dirais juste qu'en 2011, l'Allemagne est déjà à 4% et fait 1% par an de croissance. En installant 5 à 6 gigawatts, ça fait 5 à 6 TWh. Et comme ils consomment 500-600 TWh, c'est 1%. Et en ce moment, c'est leur rythme d'installation annuel. Donc si on continue comme ça à 1% par an, vous voyez qu'en 2020, l'Allemagne uniquement, l'Allemagne sera de l'ordre de... sera supérieure à 10%, entre 10 et 12%. Donc c'est tout à fait réaliste, c'est tout à fait faisable. Tout à l'heure, on disait, est-ce que les politiques, est-ce que c'est faisable? Si on le souhaite, si on l'autorise, techniquement, il y a peu de problèmes. Les problèmes sont plutôt, là je vais en venir à l'aspect juridique, des problèmes d'accès au marché. Parce que quand on commence à rentrer des grandes quantités d'électricité sur un marché qui est fini, forcément, il y a ceux qui ont investi dans les systèmes conventionnels, nucléaire, gaz, etc., disent mais attendez, je vais avoir moins d'heures de fonctionnement, donc moins de rentabilité, donc je ne veux pas. Je veux garder mon accès à ma part de marché. Donc là, on arrive dans un système qui, pour moi, est avant tout politique, juridique. Et le gros point d'une des directives qui va être nécessaire, c'est autant en Allemagne, certains pays comme l'Allemagne qui ont mis en œuvre une politique incitative avec une obligation de rachat de toutes les électricités renouvelables. À l'heure actuelle, quand ils produisent plus, ils auraient tendance à exporter, mais aux frontières, il n'y a pas cette obligation d'achat. Vous pouvez continuer à utiliser votre charbon, votre pétrole ou toutes les pollutions que vous voulez tout autour. Vous avez beau avoir de l'énergie propre qui peut vous être délivrée facilement, l'obligation d'achat n'est pas transfrontalière. Et là, il y a des choses qui sont vraiment à revoir pour une vraie politique énergétique européenne. Bon, je vais continuer d'accélérer. J'ai presque fini. Ce solaire, dont on entend dire que c'est intermittent, variable, imprévisible, je dirais bien tout ça, ça fait partie des idées fausses qui ont été répandues depuis de longues années. Tout l'enjeu, c'est d'avoir une approche globale, efficacité énergétique, bâtiment performant, transport électrique et réseau électrique, et vraiment optimiser le tout simultanément. Si on adopte l'approche traditionnelle de dire « Oh là, vous êtes intermittent, donc remplacez votre intermittence, mettez du stockage et on vous acceptera », là, c'est le meilleur moyen de ralentir et de renchérir le coût de cette électricité. Si on dit, à l'inverse, on a une approche globale, et si en ce moment, vous produisez de l'électricité